Femme du monde, femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. Avec Wimbalala, la spiritualité. wimbalala, Alors, si vous êtes wimbalala, familière avec ce balado, vous savez que ce n'est wimbalala, pas comme ça que je le présentais jusqu'ici. wimbalala. Mais ce que je m'a révélé, en fait, la huitième mère de clan, la guérisseuse, c'est que je devais assumer ce côté spirituel, puisque c'est ce qui me guide, en fait, dans la vie, et c'est ce que je veux léguer au monde. Alors, pourquoi je dis que ce balado est spirituel? Eh bien, parce que il est inspiré directement de la voix des 13 mères originelles de Jamie Sands et qu'à chaque nouvelle lune, je vous propose les enseignements de la mère de clan du mois en cours. Et à chaque pleine lune, je vous présente une femme inspirante. Et il se trouve que toutes les femmes que j'ai choisies euh, ont une vie spirituelle assez développée et que c'est un sujet qui revient régulièrement dans nos conversations. Donc, on va arrêter de se voiler la face et on va l'assumer. Et puis la spiritualité, c'est ce que je veux léguer au monde. Et justement, le legs, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec la neuvième mère de clan, la femme du soleil couchant. Alors j'espère que vous êtes assise confortablement, que vous avez une bonne tasse de thé, un café, un jus, ce que vous voulez, parce que je sens que cet épisode va être plus long que d'habitude. J'ai été extrêmement inspirée. J'ai beaucoup de notes avec moi. Peut-être vous allez me voir les lire un petit peu parce que ouais, c'est vraiment la vanne s'est ouverte parce que justement, j'ai pris soin de mettre en application les enseignements de cette mère de clan qui est de se reposer et de revenir à soi pour avoir une vision claire. Donc, c'est ce dont nous allons parler en détail. Mais comme toujours, vous commencez à me connaître, je vais commencer par vous relire les enseignements et le conte de cette mère de clan. Septembre, la femme du soleil couchant, la gardienne des rêves et des buts de demain, la dépositaire des besoins des 7 générations futures, la mère de la bonne utilisation de la volonté, volonté de vivre, volonté de survivre, volonté de pouvoir, la protectrice des ressources de la terre-mère et celle qui veille sur la préservation. Elle nous enseigne à préserver et à nous servir de nos ressources sans rien gâcher, à préparer demain en étant exact aujourd'hui et en atteignant nos buts, à manifester notre intérêt, notre interdépendance et notre compassion par la façon dont nous vivons, à utiliser de façon juste notre volonté en mettant en œuvre nos intentions pour le bénéfice des générations futures. Elle nous enseigne à vivre la vérité. Son poème. Toi qui protèges les rêves du futur, mère de la nuit remplie d'étoiles, montre-moi comment vivre ma vérité et porter mes rêves à la lumière. Apprends-moi à utiliser ma volonté en vivant selon la vérité qui est en moi, en découvrant toutes les parties de moi où l'ombre et la lumière s'entremêlent. Permets-moi de chanter la chanson du futur en étant concerné par ce qui adviendra, en apportant mon soutien pour que toutes les lois de la nature soient respectées, pour les animaux, les pierres et les arbres. Mère, c'est toi que je vois dans le soleil couchant et que j'entends dans la pluie qui tombe. Tu m'enseignes la connaissance intérieure à travers le doux refrain de ton cœur. Alors voilà. Euh, j'ai oublié de préciser en introduction, en fait, à quel point la vie nous offre encore une magnifique synchronicité puisque cet épisode sort le 21 septembre. Hein. Cette année, la nouvelle lune de septembre tombe le 21 septembre. Septembre, c'est le mois de la purification. En général, la nouvelle lune de septembre, elle nous invite à un nettoyage en profondeur, à un retour vers l'intérieur, à plus d'ancrage. Donc, ce qui est tout à fait en résonance avec les enseignements de la neuvième mère de clan. Mais le 21 septembre, hein, c'est l'équinoxe d'automne qu'on appelle aussi Mabon. C'est le temps sacré des récoltes. C'est l'incarnation par excellence de l'équilibre de la nature. Hein, c'est ça l'équinoxe, l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Euh, c'est le moment en fait de clore des chapitres, de faire des bilans et de prévoir l'avenir. Hein. Souvent, c'est l'époque où on va cueillir des pommes, où on va faire des conserves, des confitures en prévision de l'hiver.
Donc, c'est vraiment une invitation, cet équinoxe ou ce sabbat qu'on appelle Mabon, à rétablir l'équilibre dans tous les domaines. Et c'est exactement ça, la neuvième mère de clan. C'est la première mère de clan de l'automne. Elle est située à l'ouest de la roue de médecine. L'ouest, c'est la direction de l'automne, justement, dans les sagesses ancestrales autochtones. Et c'est elle qui nous enseigne à préserver nos ressources pour mieux affronter l'avenir, qui est un sage conseil en cette période de l'année. Je ne sais pas vous, mais moi, en tant que mère de deux enfants, j'ai eu un début de mois de septembre assez intense avec la rentrée et je me sens déjà en fait fatiguée. Et, et le fait d'avoir relu les enseignements pour préparer cet épisode, ça m'a vraiment ramené à ce sage conseil justement de préserver mes ressources, de prendre du temps de repos. Et c'est vraiment ce que nous encourage à faire la neuvième mère de clan. C'est vraiment ça, cette notion d'écologie, d'équilibre, comment utiliser notre volonté et préserver nos ressources pour assurer un avenir meilleur. Alors concrètement, euh, comment tout cela nous est présenté dans le livre de Jamie Sens? Eh bien, le conte nous présente la femme du soleil couchant assise en haut d'une colline en train d'admirer le coucher de soleil et de se préparer à dormir. Et dans ce moment d'introspection, en fait, elle replonge dans ses souvenirs et notamment celui qui a été marquant, celui qui a changé sa vie, qui est le jour où elle a rencontré, alors qu'elle observait les étoiles, elle a rencontré l'enfant du futur. L'étoile du soir a déposé auprès d'elle un canoë à ses pieds, dans lequel se trouvait un bébé encore dans ses langes. Et ce bébé s'est mis à parler. En fait, c'était l'esprit de l'enfant du futur, celui qui rassemble tous tous ses rêves futurs, tous les rêves de cette mère de clan. Et dans son échange avec elle, donc il lui a transmis ce qu'on appelle la prophétie des sept feux. Il parle de sept générations. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Et il lui a transmis quelle était sa mission sur Terre. Il lui enseigne notamment l'importance de préserver ses ressources, les ressources de manière générale pour les générations à venir, de s'adapter au changement et de recourir à la force de sa volonté pour faire changer les choses et de trouver les réponses en soi, en revenant à l'intérieur. Et c'est tous ces préceptes, en fait, qu'il invite la mère de clan à transmettre à la race humaine. Donc, comme d'habitude, je vais vous décortiquer ces quatre thèmes un par un. Alors, le premier thème, donc, c'est dans le poème, on appelle ça la volonté. On nous dit d'ailleurs que la volonté, la couleur de la volonté, c'est le vert, et le vert, c'est justement euh, la couleur de cette mère de clan. Euh, pour moi, le vert évoque aussi la nature, l'abondance, l'environnement, et c'est pour ça que je suis en gratitude contre la météo qui me permet d'enregistrer, probablement pour la dernière fois cette année, un épisode en extérieur. Je voulais un cadre vert pour cet épisode. Donc, merci Terre Maman, Père Soleil, Grand-Père Soleil, pardon. Euh, donc, c'est la couleur verte, hein, c'est pour moi, ça a un lien justement avec la préservation des ressources. Et c'est cette idée, en fait, avec la volonté de marcher dans le présent en pensant au futur. Et dans l'histoire, il y a un animal qui est un très bon maître là-dedans, qui est le vautour. Hein. Le vautour a souvent mauvaise réputation, mais pourtant, c'est un maître pour nous enseigner l'art de ne pas gâcher et donc de ne jamais manquer. Hein. Euh, en se nourrissant en fait des carcasses d'animaux, ben, il rend service à, euh, à la chaîne alimentaire, à la terre de manière générale, et il nous montre que en fait on peut trouver des ressources même dans quelque chose qui paraît épuisé. Euh, et donc l'invitation que donc il y a cette invitation de ne pas gâcher, mais aussi de bien évaluer, mesurer ses ressources pour mieux planifier la suite. Alors on peut le prendre au sens large, hein, cette idée d'écologie, de faire attention à l'environnement, à la nature, euh, en prévision justement de l'avenir de nos enfants, mais aussi de façon plus concrète, hein, d'évaluer ses propres ressources pour mieux planifier la suite. Dans le conte, il y a un animal
qui est un très bon professeur là-dedans, qui est le chameau. Hein. Le chameau, il préserve l'eau justement dans ses bosses et donc il nous enseigne à conserver nos ressources et à savoir les utiliser correctement, même en situation de précarité. Hein. C'est un petit peu l'idée quand on fait des conserves, c'est parce que de nos jours, c'est plus le cas, mais avant, on n'avait pas forcément accès à autant de nourriture qu'aujourd'hui en hiver. Donc, il fallait maximiser les récoltes de l'été en les conservant le plus longtemps possible. Donc, c'est à ça que servent toutes les... Tiens, au Québec, il y a beaucoup de ça. Hein, on le sent encore plus qu'en France, je trouve, cette habitude de tout mariner, en fait. Ben, ça vient justement euh, des autochtones et aussi des premiers colons ici qui devaient tirer le plus euh, parti possible des ressources qu'ils avaient à disposition. Donc, c'est vraiment une invitation à utiliser seulement ce dont on a besoin et à vivre dans le présent en pensant au futur. C'est une façon dans la conception autochtone du monde d'honorer l'abondance. Hein. Il y a cette idée ancrée vraiment en eux que la nature est généreuse, la nature est abondante, à condition qu'on ne gaspille pas. Et quand on honore cette abondance, en fait, ben, quelque part, on l'entretient. Euh, et ce n'est malheureusement pas ce qui se passe de nos jours avec la façon dont on détruit l'environnement. Euh, et c'est ce qui explique hein, qu'on commence à manquer dans certains endroits d'eau saine, d'eau potable, qu'il y a des pays où on manque de nourriture, il y a des pays où au contraire on en gaspille trop. Hein. Euh, et c'est d'ailleurs dans le conte, dans l'histoire de Jamie Sands, euh, ce qu'avaient envisagé les anciens hein, quand l'esprit, l'enfant du futur est venu euh, livrer ses enseignements à la mère de clan, il lui a dit que viendrait un temps où les hommes oublieraient ces principes de base et se mettraient à exploiter beaucoup trop les ressources et que ça aurait des conséquences négatives pour eux aussi. Euh, donc, comment en arriver en fait à ne pas gaspiller? Ben, cette idée de marcher dans le présent en pensant au futur, hein, c'est le deuxième thème en fait, c'est de penser aux 7 générations futures. Alors, ce chiffre 7, hein, les 7 générations, c'est vraiment un enseignement au cœur de la conception autochtone du monde. Hein. Euh, Quand j'avais commencé mon parcours Mikana auprès de Dominique Rankin et Marie-Gilles Tardy, on leur demandait souvent, mais comment savoir si on prend une bonne décision? Et ils nous répondaient, ben, une bonne décision, c'est une décision qui prend en compte les 7 générations futures parce que nous sommes le résultat des choix des 7 générations qui nous ont précédés. Donc, si on voit aujourd'hui qu'on vit dans un monde où les ressources viennent à manquer, où il y a de l'injustice, où il y a des guerres, c'est que les choix qui ont été faits avant nous ne sont pas les bons. Et donc, si c'est pas ça qu'on souhaite pour l'avenir de nos enfants, il nous convient de prendre en compte justement les générations futures pour prendre des décisions qui vont maintenir en fait l'abondance sur la Terre. Donc, il y a cette idée qu'on peut se permettre de rêver grand pour la planète, pour nos enfants, à condition bien sûr que on soit prêt à faire les changements nécessaires pour que cela se matérialise. Hein. Il ne suffit pas de penser aux 7 générations, mais il faut agir en conséquence, hein, en les prenant en compte. Euh, Tout en faisant ce qui nous semble juste dans l'instant. C'est sûr qu'on n'a pas toujours euh, une vision à long terme, on n'a pas toujours connaissance de ce qui va se passer, mais le fait de prendre en compte, de penser à cela, hein, c'est un petit peu ce précepte catholique de penser à son prochain, euh, c'est la meilleure façon en fait de poser des actions justes qui vont préserver la nature et la race humaine dans son ensemble. Donc, si je fais le lien avec la maternité, pour moi, c'est important de se demander qu'est-ce que je veux léguer à mes enfants? Euh, J'avais écrit un article là-dessus je pense que ça fait à peu près un an. Je vous remettrai le lien dans le descriptif. Cette réflexion, justement, euh,
où je regrettais en fait que mes filles passent beaucoup moins de temps dehors que moi, qu'elles n'aiment pas autant sortir dehors que moi, parce que moi, je garde des souvenirs incroyables de euh, journées entières passées à jouer dans le jardin de ma grand-mère, de cette connexion à la nature qui normalement est très présente hein, chez les enfants. Euh, et j'ai réalisé qu'en fait, ça, c'est vraiment une valeur que je vais leur transmettre, mais que c'est pas en les forçant ou en les obligeant à aller dehors que je vais y arriver, mais bien plus en montrant l'exemple et justement en posant des actions qui vont respecter euh, ces valeurs que je trouve importantes. Alors, parce que justement, ça, c'est le troisième point clé, le troisième thème, c'est la responsabilité. Cette idée que nous sommes responsables de la réalisation de nos rêves et que pour réussir à les, les, les mettre en place hein, dans la matière, il faut accepter les changements, lâcher les résistances et faire confiance dans le cycle de la vie et dans notre capacité en tant qu'être humain à faire les changements nécessaires pour atteindre l'harmonie. Alors là, moi, je vois un lien hein, déjà avec la guérisseuse, cette idée de confiance dans le cycle de la mort, cette idée que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais là, il y a un pas de plus, en fait, qui est euh, de notre capacité en fait à réagir, à nous adapter euh, et à rester optimiste aussi. Euh, D'ailleurs, hein, vous disiez au début, la couleur verte, c'est la couleur de la mer de clan, c'est aussi la couleur de l'espoir. Malheureusement, quand on parle d'écologie, hein, quand on voit l'état actuel du monde, on a souvent tendance à se décourager. Eh bien, la neuvième mer de clan nous dit que ça sert à rien, en fait, que c'est contre-productif. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Euh, ce qu'elle nous dit, en fait, c'est que on a une capacité d'agir sur le futur, dans le présent. Hein. C'est cette idée justement de vivre la vérité. Et ça se passe dès maintenant, d'agir en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qui est important pour nous. Dans le conte, il y a un animal, l'opossum, qui nous apprend justement à dresser des plans et des stratégies pour justement nous aider à atteindre notre objectif. Et il y a cette idée que notre vie peut prendre une nouvelle trajectoire si nous le choisissons. Et je vous parlais tantôt de Nikana, hein, quand j'avais fait mon parcours, on nous avait raconté l'histoire de William Commanda, qui était le guide spirituel, hein, l'aîné qui a formé l'aîné que je suis actuellement, Dominique Ramkin, qui a appris à l'âge de 50 ans qu'il avait un cancer et qu'il allait mourir. Et, euh, et pour lui, c'était inconcevable. Et donc, il a demandé au créateur, il a dit, OK, à partir de maintenant, je m'engage à faire tout pour préserver ma culture, pour la transmettre aux autres, tous les enseignements, euh, si tu m'accordes encore du temps sur Terre. Euh, et, et cette toute petite décision euh, a changé sa vie, a changé complètement le cours de sa vie. Il a vécu très, très vieux et il a fait ce qu'il avait promis au Créateur. Donc, il a réalisé ce rêve et ce faisant, en fait, il a justement fait une action qui était au bénéfice des 7 générations futures puisque ces enseignements sont très précieux aujourd'hui et sont encore vivants justement à travers des personnes comme Dominique Rankin ou tous les élèves qu'il est en train de former pour préserver cet héritage. La deuxième chose qui peut nous aider, c'est la patience. Euh, ce qu'on appelle la théorie des petits pas. Hein, de se dire qu'on n'est pas obligé de faire tout de suite l'action qui va tout changer parce que souvent, ben, c'est décourageant, ça fait peur, ça demande trop d'efforts, mais d'avancer petit à petit vers son objectif pour agrandir sa zone de confort et sa zone d'action. C'est le meilleur moyen de ne pas se décourager. Hein. C'est fait référence un petit peu à ce proverbe qui dit on traversera la rivière quand on sera rendu là, quand on verra le pont. C'est un petit peu ça. Et dans le livre, c'est incarné par l'élan qui nous invite à ne pas baisser les bras et à faire preuve de persévérance et d'endurance face aux défis. C'est vraiment un animal qui incarne hein, ces notions de persévérance et d'endurance, c'est l'élan, justement.
La troisième qualité qui peut nous aider, c'est la détermination. Elle est incarnée par le bélier des montagnes qui nous montre comment la ténacité, l'enthousiasme, ça peut nous aider à affronter tous les obstacles et parfois, ça demande de foncer tête baissée, même si on n'a pas toutes les données, même si on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Et si ça échoue, c'est pas grave, c'est une occasion d'apprentissage. Il ne faut pas avoir peur de se tromper parce que la peur du jugement, la peur de l'erreur, le découragement, ben, ça fait que on ne réalise pas ses rêves justement et qu'on reste bloqué un petit peu dans le présent. Et la dernière qualité à développer, c'est l'adaptabilité ou notre réaction au changement. Euh, et c'est d'apprendre à ne pas se laisser imprégner par la négativité ambiante parce que ça nous renvoie à un sentiment d'impuissance. Donc, c'est en se mettant en action, on, on freine le flot des pensées négatives euh, et, euh, et donc on commence à retrouver du contrôle hein, sur la situation ou une capacité d'agir. Dans le livre, c'est le MOPS qui nous montre que quels que soient les changements qui se présentent à nous, on peut toujours modifier nos actions et nos sentiments, hein, notre façon de voir les choses, pour interagir avec les transformations offertes par la vie. Je me rappellerai toujours d'un exemple qui m'avait été donné dans un atelier il y a 2, 3 ans, justement, de quelqu'un qui perd son travail, par exemple. Euh, on peut tout de suite penser que ben, la réaction va être justement une réaction de tristesse, peut-être de colère, et puis on va commencer à être défaitiste et se dire, mon Dieu, mais comment je vais faire pour survenir aux besoins de ma famille? Mais ça peut aussi, on peut aussi le voir sous un autre angle. On peut le voir comme une opportunité de se réinventer, peut-être d'avoir un meilleur travail, plus près de la maison, ou qui paye mieux, ou qui nous correspond plus. Hein. Donc, cette idée que ce qui nous arrive, hein, les épreuves, euh, elles peuvent être des tremplins. D'accord. Donc, de toujours se montrer flexible à tout ce qui peut arriver et de ne pas se laisser décourager. Hein. Parfois, c'est pas le plan, hein, comme disait Marie-Josée Tardif dans l'atelier du feu sacré en soi euh, lundi dernier. Euh, souvent, c'est pas le plan A, le plan B, le plan C, le plan D qui fonctionne. Parfois, c'est le plan Y, mais c'est pas grave parce que c'est justement par essai-erreur qu'on progresse vers l'atteinte de notre objectif et c'est ce que nous rappelle aussi la neuvième mère de clan. Comment ne pas se décourager? Euh, c'est euh, de, de faire confiance, hein, ça je vous l'avais dit, et aussi de revenir à soi. Et ça, c'est le dernier thème, et non le moindre, des enseignements de la neuvième mère de clan. Et là, je vais faire une petite pause pour vous raconter une anecdote personnelle, parce que je pense que ça peut enrichir la compréhension des enseignements. Euh, c'est avant même en fait que je relise le conte et les enseignements de la neuvième mère de clan, la vie m'a présenté cet apprentissage sur un plateau. Dimanche dernier, j'ai participé à une journée qu'on appelle Journée de la Grande Prêtresse, un moment incroyable en nature pour me ressourcer au contact d'autres femmes, où on travaillait justement avec en fait la prêtresse dans la, la, le chemin que proposait Patricia, celle qui menait la retraite, c'est celle qui devient sa vision, la 13e mère de clan, hein, celle qui célèbre le côté sacré de la vie et qui incarne tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait. Et pendant qu'on a fait une cérémonie du cacao sacré, et moi, le message que j'ai reçu au cours de cette cérémonie, c'est de lâcher les résistances, justement, de faire confiance dans le cycle de la vie et dans ma capacité à faire les changements nécessaires. Parce que souvent, quand on se sent menacé, hein, on va avoir tendance à vouloir remettre des barrières, remettre des limites, et c'est normal. Euh, mais là, j'ai vraiment senti l'appel à ouvrir mon cœur. Hein, c'est ça la médecine du cacao, ça ouvre le cœur et à me montrer justement flexible, à me laisser porter pour voir vers quoi ça allait me mener. Et c'est parce que justement, je suis revenue à moi dans cette journée de méditation, de danse, que j'ai pu voir tout ça et envisager l'avenir sous un autre. Donc, CQFD. CQFD. Donc, ce thème de l'intériorité, hein, de connaissance antérieure, euh,
il nous est présenté dans le conte comme, euh, euh, en fait, avec cette idée de spirale ascensionnelle. Alors, si vous avez écouté l'entrevue de la neuvième mère de clan de la saison 1, Monica Cambucci, c'est quelque chose dont on a parlé parce que ça fait partie de ses enseignements. Euh, cette idée, en fait, qu'une expérience de vie mène à une autre et nous fait évoluer. Donc, que les erreurs, ce sont des occasions d'apprentissage et que quand on va retravailler une blessure ou affronter de nouveau une épreuve qu'on pensait déjà avoir peut-être traversée, c'est qu'en fait, on est rendu à un autre niveau d'évolution et qu'on va comme ça de façon ascendante. Mais pour être capable de retirer les enseignements de toutes ces expériences, c'est important d'honorer le vide entre les deux. Hein. Si vous le prenez de haut, hein, dans une spirale, entre un niveau et l'autre, il y a du vide. Et malheureusement, ce vide, on ne l'honore pas. On vit dans une société qui est plutôt tout droit comme une flèche, hein, où il n'y a jamais de temps de repos, jamais de temps d'intégration. Et ben, du coup, on a du mal à se recentrer, à apprendre de ses erreurs, à se rendre compte, à prendre le temps de se dire, OK, ça, je ne veux plus, ça, je le veux, ça a bien fonctionné. Alors que c'est ce qui nous permet d'évoluer et de faire les changements nécessaires. Et en fait, quand on honore ce vide, cet espace, on peut se relier à son essence spirituelle, comme on l'a vu avec la guérisseuse, pour développer son potentiel et se réaliser pleinement. Et moi, c'est ce que m'a permis cette journée. Présentement, comme beaucoup de gens, j'ai un automne très chargé avec plein de projets. Le jour où sort cet épisode, je serai au lancement de mon livre, Là où poussent les lotus. Hein, oui, je l'ai enfin entre les mains, la réalisation d'un rêve, justement. Euh, je suis encore en train d'enregistrer les chansons pour le spectacle Sisters. Je suis en train de monter un atelier qui va sortir peu de temps après euh, cet épisode sur la créativité. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers en même temps. Et j'ai senti le besoin vraiment d'une pause avant de pouvoir continuer. Donc, j'ai dit à mon mari, écoute, dimanche, il y a cette journée qui m'appelle. Est-ce que je peux y aller? Mais je suis en gratitude envers moi-même, envers mon mari qui a dit oui, envers la personne qui a offert cette journée, parce que ça m'a fait un bien fou. Et j'ai honoré d'ailleurs ce besoin de repos lundi, donc le lendemain de la retraite, alors que j'avais prévu de monter et d'enregistrer cet épisode. J'ai senti le besoin vraiment de relire, de reprendre, de revenir sur l'expérience en prenant des notes, en sondant comment je me sentais. Euh, et c'est ça qui m'a donné toutes ces idées, toutes ces inspirations, en fait, pour cet épisode de Balado, puis aussi qui m'a permis d'entrevoir la suite des choses. J'ai une notion très claire de où je m'en vais, même au-delà de l'automne, l'an prochain. Et je n'aurais pas réussi à faire tous ces liens si j'avais juste enchaîné les projets sans prendre le temps de me reposer. D'ailleurs, euh, là, je disais au début, la neuvième heure de clan, c'est la direction ouest. L'ouest, hein, ça correspond au soir, c'est étonnant, la femme du soleil couchant, à l'automne, comme je vous ai dit, euh, et au côté féminin, à l'intériorité, à tout ce qui est intuition. Donc, donc, il y a un appel à aller à l'intérieur de soi, parce que c'est là que se trouvent les réponses. Euh, L'Ouest, c'est aussi le ventre de la maman, la nuit étoilée. C'est là que les rêves se forment. Euh, mais pour connaître ses rêves, justement, il faut être au contact de son intériorité. Et l'Ouest, c'est aussi dans les enseignements que moi j'ai reçus, la route de médecine Algonquin, c'est la direction de l'ours. Et justement, l'ours, elle est présente dans le conte et elle vient à nous pour rappeler de faire une pause pour nous ressentir justement, en nous montrant le chemin qui mène à notre grotte intérieure. Hein, d'ailleurs, c'est le noir, la couleur dans la roue de médecine, hein, associée à l'ouest et à l'ours. La couleur de la terre, mais aussi hein, justement la couleur de l'obscurité dont on a besoin pour revenir à l'intérieur et faire son introspection. Et c'est de là que vont émerger des étincelles pour la suite des choses. Puis au début, hein, je vous parlais aussi de l'importance de préserver ses ressources. Eh bien, ce repos, ce moment d'introspection, c'est aussi le moment idéal pour rassembler ses forces. Euh, Hier, avant d'enregistrer cet épisode, je me suis vraiment reposée et aujourd'hui, enfin ce matin, avant
d'être là devant vous, devant la caméra, j'ai clenché tout un tas de trucs parce que je m'étais ressourcée, donc j'avais une énergie renouvelée. Euh, et ça, c'est important de le faire vraiment de façon très régulière, chaque soir même. Hein. Dans le conte, c'est la grenouille qui, chaque soir, justement, elle est là avec son chant pour nous aider en fait à nous nettoyer, à nous purifier, à faire le point sur nos activités quotidiennes afin de nous régénérer, renouveler nos forces, puis avoir un sommeil réparateur. Hein. C'est pour ça que souvent, on conseille de ne pas travailler le soir. Alors, cordonnier m'a chaussée, ça m'arrive de le faire, mais d'avoir vraiment un temps de calme, de détente avant d'aller se coucher pour profiter au maximum de son sommeil. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec les enfants. Hein. On leur dit de faire des jeux calmes, de lire des histoires pour justement amener leur corps à se détendre le plus possible. Euh, Ça peut se faire aussi en prenant des journées comme celle que j'ai prise hier, justement pour se retirer, aller dans le silence, s'observer, aller marcher en nature, parce que c'est souvent là, en faisant ça, en fait, qu'on arrive à euh, prendre du recul sur toutes nos actions, à voir ce qu'on doit corriger, ce qu'on doit améliorer, ce qu'on ne veut plus, et à faire le point. Et quand on fait le point justement sur tout ce qu'on a accompli ou ce qu'on n'a pas accompli, ben, ça nous aide à mieux planifier l'avenir. Hein. On apprend de ses erreurs, on va rectifier, on va garder ce qui a bien fonctionné. Euh, Puis là, je pense à une publication qui m'a fait beaucoup de bien, moi, de Hélène Dastou, qui était la cinquième mère de clan l'an dernier. Et la cinquième mère de clan, justement, c'est celle qui nous hein, de l'écoute de soi, justement. Donc, c'est assez amusant, qui nous demandait justement qu'est-ce qu'on aimerait garder de l'été. Hein? Parce que souvent, on arrive en automne avec toute cette énergie de l'été et puis on continue sur la même lancée avec toute cette énergie, mais on oublie que la lumière va baisser, que la chaleur aussi, qu'il va faire de plus en plus froid, on va être de plus en plus nuit et donc on va perdre de l'énergie. Mais elle disait, c'est pas l'idée de s'accrocher à l'été parce qu'on veut pas que l'automne s'en vienne, mais c'est d'apporter avec soi dans l'automne toutes ces choses qui nous ont nourris pendant l'été. Donc moi, par exemple, c'est de travailler dehors. Donc je me suis dit, OK, je vais le faire le plus possible tant que la météo me le permet. Euh, c'est de me lever tôt puis de voir le soleil se lever. Même chose. Ça m'est arrivé ce matin, je l'ai fait. Mais si j'ai envie de dormir, je dors. Euh, c'est justement de me gorger de soleil. Donc, il y a ça, alors, c'est sûr qu'il y a un moment donné où on peut plus être dehors, on peut plus avoir la chaleur du soleil, mais on peut avoir, par exemple, une lampe qui va recréer ça. Moi, mon mari m'avait acheté ça quand je déprimais souvent à la saison automnale, et encore plus après mes accouchements, avec le postpartum, hein, les hormones, ça brasse pas mal. Il m'avait acheté une lampe, justement, qui reproduit la lumière du soleil et qui m'aidait à me régénérer. Mais ça peut être tout simplement d'allumer une bougie quand on se fait des soupes ou des tisanes chaudes, des thés chauds dans la saison froide, ben c'est aussi pour aller rechercher cette chaleur qu'on avait en été. Euh, voilà. Donc, ça peut être des promenades en forêt sur l'heure du midi. C'est souvent là qu'il fait quand même le plus chaud, même en automne, hein, quand le soleil est à son zénith. Donc, d'aller se promener en nature, si c'est des choses qui vous ressourcent. Euh, donc voilà, petite parenthèse. Donc garder hein, ce qui nous fait du bien. Et comme les feuilles d'automne tombent et donc laissent aller ce qui ne sert plus, ben nous aussi on a cette invitation euh, à, à se débarrasser de choses. À une période où au contraire on a tendance à remplir nos agendas. Et je sais que ça demande beaucoup de discipline et de travail sur soi. Moi j'ai résisté à la tentation de m'inscrire à un cours de danse qui me faisait très envie parce que justement portée par cette énergie de l'été, parce que je sais que c'est un mois, je vais trouver ça dur, sortir le soir alors qu'il fait nuit euh, et que mon énergie va baisser. Donc, ce qui était censé me faire du bien va en fait épuiser mes ressources. Donc, d'avoir conscience de ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'on appelle l'écologie intérieure. Et plus on est capable d'avoir cette écologie par rapport à ses propres ressources, plus on est capable de le répercuter à plus grande échelle hein, dans la nature. D'ailleurs, en parlant de repos, hein, le repos est inscrit dans la nature. Et ça nous est clairement dit dans le conte. Hein. Il y a toujours un temps de vide, un temps de repos. Je pense à la jachère. Hein. Euh, Ça, les anciens peuples avaient compris. Pendant très longtemps, les agriculteurs laissaient les terres reposer en jachère. On le fait de moins en moins et on voit que les sols s'épuisent parce que justement la terre a besoin, comme nous, de se reposer pour refaire euh, ses, ses ressources.
lundi aussi, j'ai partagé une publication du mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement sur le mois d'or. Le mois d'or, c'est ce mois après l'accouchement où, dans de nombreuses cultures, on accorde un temps de repos à la femme. Il y a tout un système culturel, social qui est mis en place autour d'elle pour qu'elle puisse se reposer. Donc, c'est de la famille qui vient aider avec le bébé, qui vient cuisiner, qui vient faire des tâches ménagères. Et dans l'article que je partageais sur la page de Maman sans tabou, justement, je disais que on peut nous aussi le recréer de nos jours en le planifiant et que si on ne l'a pas fait hein, après nos accouchements, ben, c'est quelque chose qu'on peut essayer de mettre en place dans sa vie quotidienne parce que hein, on n'arrête pas d'être mère une fois que le bébé, enfin je veux dire la charge elle est encore là hein, même quand l'enfant grandit, quand c'est plus un nourrisson. Donc de garder à l'esprit cette idée de garder vraiment des moments de repos pour prendre soin de soi, capable de prendre soin des autres. Ça, quand on est maman, c'est quand même un peu la base. Euh, donc, par exemple, moi, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de faire régulièrement des bilans sur ce que je fais, des bilans sur ma journée, des bilans de la semaine, des bilans du mois, et à tous les niveaux, personnels et professionnels. C'est de m'accorder une fois par semaine un moment où je fais ce que je veux. C'est de prendre mon temps le matin. Alors, c'est l'avantage d'être entrepreneur. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais ça peut être une fois de temps en temps de vous lever plus tôt et de profiter du silence de la maison pour vous retrouver, pour recentrer. Euh, des promenades en forêt aussi. Euh, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Euh, se ménager, c'est ça. Ah oui, et une journée par mois, je vais me faire masser ou je vais au spa. Hein. Et tout ça, c'est pas une perte de temps, c'est ce moment de vie, justement, qui va nous nourrir en profondeur et nous permettre de continuer d'avancer. Et le dernier point en lien avec la, la connaissance intérieure, en fait, enfin, cette idée de repos. Alors, pourquoi le repos, c'est important? Et pourquoi on a de plus en plus de mal à le faire dans notre société? Parce qu'on vit dans une société patriarcale menée par les valeurs masculines, dont l'action. Hein. L'action, c'est au centre. Le côté introspectif, réflexif, le repos, ça vient plutôt du féminin. Or, ce qu'on oublie souvent, en fait, c'est qu'on porte en nous les deux, le masculin et le féminin. Et toute la vie, toute la nature est faite comme ça. La nuit, où les rêves sont conçus, on est plus dans le féminin. Le jour, où on est dans l'action, dans la volonté, on est dans son masculin. Et c'est vraiment la combinaison des deux qui fait notre force. Un rêve ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas d'action. Mais en même temps, on ne peut pas construire un monde meilleur si on est tout le temps en mode action sans réfléchir à ce qu'on veut construire. Donc, c'est vraiment important. Et pour assurer l'abondance de la nature, de l'humanité, l'abondance de manière générale, l'enjeu, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les deux pôles. Et justement, je parlais de spirale au début. L'abondance est limitée dans la nature. Hein, elle est symbolisée justement par l'espèce de chiffre 8, donc l'infini, hein, la spirale. C'est comme une spirale. Eh bien, c'est dans l'équilibre, dans le yin et le yang. Et puis, en début d'épisode, hein, je vous disais justement qu'on est aujourd'hui, c'est Mabon. Et Mabon, c'est ça, c'est ce retour à l'équilibre. Je suis en train de vous préparer une petite ressource pour vous aider à intégrer ça dans votre quotidien. Euh, donc, je vous mettrai le lien dans l'épisode parce que c'est pas facile hein, de passer du yin au yang et de jongler entre les deux, passer du rêve à la réalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on va approfondir encore plus avec la 10e mère de clan. Vraiment le passage de l'intériorité à l'action, la concrétisation des rêves dans la matière. Mais là, je m'avance. On verra ça le mois prochain. Mais puisqu'on parle de rêve justement et de concrétisation, euh, eh bien, je veux vous montrer en fait que c'est possible justement quand on arrive à développer cet équilibre. Hein. C'est ça qui m'a permis de lancer, de publier mon tout premier livre. C'est parti d'un rêve. Hein. J'ai dit à une amie que je voulais publier un livre et c'est elle qui m'a poussé et qui m'a dit, OK, eh ben, c'est quoi le premier petit pas que tu peux faire pour réaliser ce rêve? Et je lui ai dit, ben, ce qui me ferait moins peur, c'est de commencer dans un collectif parce que je serais encadrée, de commencer en auto-édition parce que bah, c'est plus facile que de contacter les maisons d'édition. Elle m'a dit, OK, eh ben, go.
Et à partir du moment où j'ai décidé de faire ce petit pas, c'est là où c'est magnifique, la vie, c'est ça l'abondance ici, la vie m'a offert sur un plateau euh, l'occasion de faire ce premier pas. J'ai vu passer quelques jours après une publication de Nathalie Bollac qui justement disait que ben, elle cherchait du monde pour que si on avait envie d'écrire, eh bien son projet était là pour ça. Donc voilà. D'ailleurs, euh, il est toujours possible hein, de commander votre exemplaire, donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Euh, et puis, de fil en aiguille, hein, c'est en allant à la retraite d'écriture pour rédiger ce livre que j'ai rencontré Sophie Chenel, à qui j'ai exprimé mon rêve aussi de monter sur scène, de chanter, de danser. Et c'est comme ça que j'ai embarqué dans le projet Sisters, qui aura lieu le 2 novembre. Or, ce projet, pour moi, il est aussi parfaitement aligné avec la 9e de plan parce que oui, il me permet de réaliser mon rêve de petite fille, mais aussi de changer le monde. Parce que ce projet vise vraiment à dénoncer le manque d'équité entre les hommes et les femmes à travers différentes thématiques, différents tableaux qui rejoignent toutes les différentes parties justement de hein, la mère, la, euh, la femme qui est belle, l'amoureuse, hein, tous ces sujets dont on va parler, l'origine culturelle, hein, toutes ces choses sur lesquelles on nous juge. Et donc, en m'engageant dans ce projet, c'est aussi ma façon d'assurer un avenir meilleur pour mes filles. Moi, j'ai 2 filles, donc tout ce qui concerne le féminin, la façon dont les femmes sont traitées, les chances qu'elles ont dans la vie, c'est vraiment important pour moi. Donc, si vous voulez vous aussi contribuer à ce projet, je vous rappelle que vous avez jusqu'à la fin du mois pour participer au concours et courir la chance de gagner un billet pour le spectacle, ou une paire de billets, je ne sais plus trop. Ben, dépêchez-vous parce que je crois qu'il reste juste 4 duos de billets, puis après, c'est des billets individuels. Euh, et puis, dernière concrétisation, hein, je vous disais un petit peu au début, entre les lignes, que j'étais en train de travailler sur la réalisation d'un atelier sur la créativité. Eh bien, ça y est, j'ai réservé la salle, j'ai réservé la date. Ça aura lieu le 23 novembre à Yoga pour tous, à non, pas à Sainte-Thérèse, à Saint-Eustache. Sainte-Thérèse, c'est le spectacle des Sisters. Donc, 23 novembre, euh, de 9h30 à 16h30. Euh, je vais vous offrir en compagnie de 3 autres femmes une journée entière pour réveiller l'artiste en vous. Donc voilà, c'est dans la matière. Restez à l'affût, je vais lancer les inscriptions officielles le 23 septembre. Donc voilà, voilà pour ce qui est de tous ces enseignements. Donc si je résume, parce qu'il y a beaucoup de choses, euh, la 9e ère de clan, la femme du soleil couchant, nous invite à prendre soin de soi, à penser au futur, à nous montrer flexibles et prêts à changer pour réaliser ce futur et à aller à l'intérieur de soi pour apprendre de ses erreurs euh, et évoluer. À la toute fin du conte, euh, on retrouve la mère de clan dans le présent où on voit que ben, malheureusement la prophétie s'est avérée, les hommes se sont perdus en route, hein, on le vit présentement, mais c'est là qu'on trouve le morse hein, qui lui rappelle de garder espoir, de ne pas se décourager et de faire confiance. Donc voilà pour ce qui est de cette 9e mère de clan. Alors, pour l'occasion, j'aurai le plaisir d'accueillir euh, dans le prochain épisode qui va sortir le 7 octobre mon amie Hélène Chat. Hélène, elle est journaliste indépendante et coach en transformation. Sa grande passion, c'est la connexion à soi et aux autres et à la nature. Euh, et elle est convaincue que le sens, la joie et la guérison naissent de ce lien vivant. Hélène, je l'ai rencontrée par une amie parce qu'elle aussi, en fait, elle a cheminé avec les aînés autochtones dont je vous parle souvent, mais on ne s'est jamais croisés dans un stage. Et elle partage comme moi le rêve d'écrire un livre. D'ailleurs, on est toutes les deux dans un cercle pour nous soutenir mutuellement dans ce processus. Et quand je lui ai proposé de participer à mon balado, eh bien, c'est la 9e ère de clan qui l'a attirée, probablement avec ce lien avec la nature, mais aussi euh, cette idée de construire un avenir meilleur
et cette idée que ça commence par soi, ça commence par se reconnecter à sa véritable nature. Et c'est de cela dont nous allons parler ensemble dans le tout prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite un très bon début d'automne. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer. Euh, Allez voir les ressources qui sont à votre disposition sur mon site à cet été. J'en avais créé une l'an dernier qui doit se trouver sous le descriptif de l'article dont je vous parlais et de l'entrevue de la 9e ère de clan de l'an passé. Voilà, pour vous. Et abonnez-vous à mon infolette si vous voulez encore plus de détails sur le sujet. Et je vous retrouve donc le 7 octobre avec mon invité du mois, Hélène. Très bonne journée à toutes et à tous. Wimbalala, wimbalala.